Bonsoir à tous et bienvenue dans Popcorn et Mauvaise Foi, une confrontation d'opinions dans la bonne humeur. Au sommaire de ce nouveau numéro, on réveillonne ensemble. Et on vous propose ce soir notre anti-best-of, tout ce que l'on a détesté en 2018. Cinéma, A Quiet Place, John Krasinski, Inès Moratti nous emmènera dans un monde post-apocalyptique. De Christine Angot à Éric Zemmour, Marcel Petriccioli s'énerve, ce sera la chronique sans mesure de notre libraire préféré. De Capharnaüm à Climax, le pire du 2018 au cinéma dans la chronique de Xavier Affre, à retrouver et à ne manquer sous aucun prétexte. Et enfin, elle nous dit tout, séquence outing, Marie-Ange Philippe n'aime pas l'Eurovision. À mes côtés ce soir, les chroniqueurs Inès Moratti, Marie-Ange Philippe, Marcel Petriccioli et Xavier Affre. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir. Et joyeuse Saint-Valentin. Vous savez la bonne date. Pas joyeuse Saint-Valentin, mais bonne Saint-Sylvestre, ça se dit ou pas? Non. Joyeux réveillon. Je disais, en tout cas. Bon réveillon. Allô RTF, alors je disais, nous célébrions la Saint-Sylvestre. Bon réveillon, je vois que vous avez fait un effort vestimentaire, ça fait plaisir, en tout cas. Merci Marie-Ange, on vous retrouve tout de suite. Alors, séquence outing, vous détestez l'Eurovision? Oui, bon, c'est pas trop une surprise, mais je trouve qu'à un moment donné, il y a deux solutions. C'est soit on arrête de subir ça sur le service public, soit on y va directement. Parce que l'Eurovision, pour rappel, c'est un immense théâtre filmé et chanté, fait de cordes vocales hérissées, de chorégraphies approximativement millimétrées, de pyrotechnie parfois, par exemple, un cercueil qui s'embrasse pour devenir un piano. Moment à la fois gênant et délicieux, on aime, mais on se dégoûte. L'Eurovision, c'est, selon l'expression consacrée, le meilleur du pire. Et la France, cette année, en 2018, nous a offert même pas un « ah » ou un « oh mon Dieu », mais un « ouais ». Parce qu'elle s'est laissée piéger par son héritage des Lumières et elle est tombée lâchement dans la sobriété et l'humanisme avec le groupe Monsieur, Madame et leur pop passe-partout. Alors, maquillage sobre, guitare dénuée de paillettes, cheveux tirés comme dans un entretien d'embauche, paroles bienveillantes, parce que la chanson Merci parle d'une petite fille née à bord d'un bateau humanitaire. Le tout dans des costumes noirs dessinés par Jean-Paul Gaultier. Mais à quoi vous avez pensé, les gars? On ne sait pas du tout se situer au niveau de la ringardise. Je suis désolée, c'est ni fait ni à faire en matière de mauvais goût. Et présenter ça à l'Eurovision, Marcel va être d'accord avec moi, c'est comme pour moi aller dans un club libertin à SEM en robe Isabelle Marant, ça n'a aucun intérêt. On attend du cuir irritant, du mauvais latex, vous voyez le genre. Eh bien, l'art de la séduction à l'Eurovision, c'est ça. C'est pas du tout la French touch, c'est le too much. Et là, monsieur, madame, alors, ok, d'accord, la cause est importante, mais moi, il me rappelle cette espèce de couple en soirée un peu relou, vous allez vivre ça dans votre soirée, j'en suis sûre, qui vous dit pendant que vous vous torchez la gueule, ah, mais tu sais, tes gobelets en plastique, ils sont vachement polluants. Non, mais, enfin, sans déconner, ils essayent d'éveiller ta conscience pendant que toi, tu essaies de totalement l'éteindre. Alors, pas étonnant qu'en 2018, la gagnante ait été Netta, une Israélienne qui a choisi elle aussi un sujet politique puisqu'elle a parlé du harcèlement et du mouvement MeToo, mais elle a choisi de le traiter avec allégresse, emballement, débordement, etc. Parce que l'Eurovision, c'est ça, on est dans le freak show et comme chacun sait, le freak, ça peut être chic. Vintage is the new app, tout le monde le sait, c'est un mantra sur Instagram et sur toutes les crédences Conforama depuis 2005. Ikea et un autre mouvement de blog pour le CSA. Alors, moi, je me suis posé une question, parce que quand même, comment donner de l'élégance à ce programme de mauvais goût? Vous êtes franco. Oui, je ne vous interroge pas parce que je ne suis pas pour la démocratie participative. Je vous donne la réponse. Ne pas chercher à gagner, mais chercher à briller. Et qu'est-ce qui est brillant comme une étoile et possède l'art de coulisser toute chose? Édouard Baird. Eddie Babe. L'Eurovision présentée par Édouard Baird, je vous la décris même pas, je vous laisse fermer les yeux et imaginer. Elle sera plus bonne que la plus bonne de tes émissions. Et en plus, Eddie, il fonctionne comme une caution. Quand vous serez vautré dans votre canapé avec vos pop-corn, regardant dégouliner le mauvais goût, vous pourrez même afficher une complexante ouverture d'esprit et accuserez les autres d'un total et terrible snobisme. Alors, vous n'aimez pas l'Eurovision, mais on sait où vous passez vos dimanches soirs, alors. Avec Édouard Baird. Avec Édouard Baird, sur France Inter, bien entendu. Mais bien sûr. Vous disiez, Inès, on n'a pas entendu? Il me semble qu'à un moment de la chronique, je devais montrer un panneau. Voilà, bonsoir. Est-ce qu'on fait
nous-mêmes n'est pas. Oui, voilà. Cette mise en scène, cette mise en scène, vous aviez... Par contre, du coup, je suis absolument d'accord avec Marie-Ange, qui dénonce à la fois le côté français, le côté Eurovision général. C'est l'Eurovision qui est nul, de toute façon, soyons clairs. C'était pas nul quand il y avait Abba, c'était kitsch. Mais Abba, c'était nul aussi. Donc, le petit côté... Oui, les paroles étaient nullissimes. Quand on relit les paroles, enfin bref. Donc, ce spectacle qui est triste, mais en fait, je peux vous dire que la France ne gagnera jamais. La vraie clé, c'est que c'est un concours politique. Et donc la France... Voilà, tu es ce gars relou. Comme... Vous gâchez les réveillons. Je vais faire un petit peu le Zemmour du 31 décembre, c'est-à-dire pour vous dire le peu de crédit que je vais avoir. C'est que, c'est-à-dire que la France étant peu considérée en Europe, on peut chanter même en se déguisant comme des débiles là, qui avaient gagné une année, je ne sais pas en quoi ils étaient déguisés. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que la France, les gens s'en foutent. Et là, une partie des chansons françaises s'en fout aussi. Donc voilà, c'est tout. Donc moi, Zemmour sort de ce corps. Maintenant, ça y est, c'était mon petit côté Zemmour. C'était pour popcorn et mauvaise foi quand même. Et joyeux Noël, bon Noël, non pas joyeux Noël, bon réveillon, tout se mélange dans ma tête, tout se mélange, bon réveillon, à vous qui nous suivez, voilà, vous m'avez un peu ennuyé là, Xavier, je vous plaisante. Mais pourtant, on les donnait gagnants, monsieur, madame. Non, ils sont chiants comme la pluie, c'est pas Mais on les donnait gagnants. Cette année, on disait peut-être que la France va gagner. Toujours un Français gagnant, il finit en 16e de finale, il y a pas de... C'est exactement pareil. Merci, Marie-Ange, Philippe. Sauf Yannick Noah pour... Oui, Zemmour. On reste avec vous, Marcel Petritchouille. Alors, vous oubliez votre mesure, votre sagesse. Mais c'est dur de vous vous énervez. Oui, quand c'est Éric Zemmour, c'est dur. Un destin français. Alors Zemmour, il a voulu écrire un essai sur l'histoire de France parce qu'il trouve que l'histoire de France est détournée, occultée, ignorée. Voilà, c'est ce qu'il dit. Quand on parle de l'histoire des Français, mais pas de l'histoire de France. Donc il a voulu se réhabiliter l'identité française. Alors, on lui fait avec ce bouquin. Voilà, c'est un bouquin qui est truffé d'erreurs historiques, naturellement. Voilà, juste un exemple. Il y a un chapitre qui est consacré aux croisades, mais qui est droit à un rectificatif d'un collectif de spécialistes des croisades de la Sorbonne qui a dit mais non, il n'y a quand même que des conneries là-dedans, donc il faut arrêter. Alors c'est très dur de détecter le faux chez Zemmour parce que en fait il le dit avec une telle précision, une telle certitude que on a l'impression que c'est vrai. Alors bon, voilà, c'est un bouquin c'est pour ses lecteurs, ça les brosse dans le sens du poil. Il n'y a aucune remise en question, ça les déstabilise absolument pas. Voilà, donc ceux qui aiment Zemmour, ils vont adorer. Ceux qui détestent Zemmour vont détester. Tout est à jeter dans le bouquin ou non, est-ce qu'il y a des passages tout n'est pas à jeter. Il y a quand même, alors c'est pas un historien, mais il y a quand même des choses qui sont vraies. Des constats. Des constats, mais c'est ce qu'il en fait. C'est toujours ce qu'il en fait, quoi. Je veux dire, encore une fois, il veut défendre l'identité française, mais il donne pas pourquoi l'identité française est si mal. Il donne pas les vraies raisons. Tout ce qu'il fait, c'est de monter les pauvres contre les pauvres. L'identité française, si on veut la défendre, parlons vraiment de ceux qui la désinguent, tout le groupe économico-politique qui désingue cette identité. C'est pas 3 migrants qui vont désinguer l'identité française. Il faut arrêter avec ça, voilà. Donc bon, si vous avez une armoire à caler, voilà, ça peut servir éventuellement à ça. À mon avis, ce qui est pire dans tout ça, il y a deux choses à mon avis. Donc déjà, d'en parler trop, ça lui donne trop de crédit parce que il a été numéro 1 des ventes, mais il vient d'être doublé d'ailleurs par l'Arabe du futur, ce qui est un petit clin d'œil amusant, amusant de sa part. Et d'ailleurs, ça devrait l'interroger beaucoup. Mais la première chose, c'est que déjà, le fait de dire c'est pas un historien, je ne vais pas le dire parce qu'après tout, on peut s'approprier l'histoire, c'est pas un souci. Il donne des leçons d'histoire. Et il vilipende à longueur de temps les historiens qui sont un peu audacieux. Lui n'est pas audacieux, il est attendu à chaque page. On attend ses réflexions, on sait ce qu'il va dire. Et ce qui est détestable dans son livre, c'est prévisible, bien sûr. En gros, l'immigration, il ne faut pas en parler, etc. Donc tout est prévisible. Ou du moins, il faut en parler, mais à une certaine époque. Pas celle d'aujourd'hui, parce que c'est pas... Voilà. Mais par contre, ce qui est le plus détestable, il fait comme tous les mauvais historiens. C'est-à-dire qu'il récupère des faits et il les met au service de son idéologie. Et ça, c'est pas le travail d'un historien. C'est le travail d'un lamentable pamphlétaire qui a du mal à aligner 3 mots ou à aligner deux faits historiques, on va dire. Voilà. Marcel, vous souhaitiez rajouter quelque chose sur Zemmour ? Zemmour ? Sur Zemmour, ça suffit. Je pense que c'est largement suffisant. Non. On va parler de... Autre écrivain, une écrivaine Christine qui a Angot. retenu votre attention. Ouais, la délicieuse Christine Angot. Voilà, je vais pas jeter son livre parce qu'on jette pas les livres, mais quand même. Je vous fais le pitch très vite fait parce que c'est Christine Angot qui croise un de ses ex, Doc Génico, faut pas le citer, et son compagnon...
son compagnon est le meilleur copain de Doc Génico. Et la grande question, qu'est-ce qu'elle va faire? Va-t-elle rester avec son compagnon? Va-t-elle retourner avec Doc Génico? En fait, on s'en fout complètement. C'est un journal intime? Ouais, non, c'est rien du tout en fait. C'est tout simplement le plus mauvais livre de l'année. J'ai cherché. Si, c'est le plus mauvais livre de l'année. Je me suis même lu un Barbara Cartland et une collection Harlequin. Eh ben, c'est mieux que ce bouquin de Christine Angot. Le style est pitoyable, c'est digne, et encore je dis d'une collégienne, je suis sûr qu'il y a des collégiennes qui écrivent beaucoup mieux que ça. Les dialogues sont d'une pauvreté, mais c'est insondable, c'est niais, c'est creux, l'histoire est sans saveur, sans intérêt. Voilà, c'est le degré zéro de la non-littérature, parce que ce n'est pas de la littérature, effectivement. Franchement, on ne peut pas faire pire. C'est impossible de faire pire, c'est d'une médiocrité affligeante. Puis alors, si pour vous achever, les personnages, dont ils sont absolument imbuvables, au bout de 3 pages, on a envie de leur mettre des claques. Donc voilà, c'est du Christine Angot, encore une fois, c'est narcissique, elle se complaît. Je sais même plus quoi dire, tellement c'est mauvais. Si, voilà, je le redis, Christine Angot, ça fait 20 ans que c'est une imposture culturelle, c'en est la preuve. Moi, j'ai une question, Marcel, et peut-être Xavier, Marie-Ange, Inès. D'où lui vient cette impopularité à Christine Angot? Pourquoi est-elle aussi impopulaire? Elle s'est un peu grillée chez Ruquier aussi, hein, je pense. Sur ses participations, le fait de... Voilà, je pense que ça a un peu participé à son antipathie latente. Mais même avant d'aller chez Ruquier, elle était déjà parce qu'elle a ce petit côté. Alors, il y a eu un drame dans sa vie, elle a vécu des choses et ça, personne ne lui enlève. Hein. Bon, même si elle a tendance à le dénier aux autres, d'ailleurs. Mais par contre, ce qui est... le fait d'avoir un peu minoré ce qui lui est arrivé, voilà, c'est non, parce que je pense que... parce qu'elle fait que des livres. Oui, c'est ça. Non, mais ça peut être un trauma. Bon, en soi, c'est pas gênant. Et puis, je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus. C'est un drame, c'est un drame. Mais je pense qu'il y a ce petit côté un peu donneur de leçons. Les interventions qu'elle fait chez Ruquier, je veux dire, elle se gêne pas de toute façon pour dire que ce que les gens écrivent, c'est de la M 4 points dessus tant les points qu'elle utilise d'ailleurs beaucoup dans son livre pour évoquer les silences. Il n'y a pas de raison qu'on le dise aussi. Là, je rejoins Marcel absolument. C'est un livre qu'on peut lire en 30 minutes. Ce qui est quand même assez fort pour un livre qui est prétendument le livre de la rentrée littéraire, enfin un des livres de la rentrée littéraire. Il n'y a rien, je veux dire, son personnage, il s'appelle Alex, Alexis nous dedans, Minou, bon ça va, c'est grotesque, c'est nul, enfin moi j'ose les mots, et je ne comprends même pas que ça puisse être édité, sincèrement. C'est ça, on se demande si quelqu'un a lu ce bouquin chez Flammarion, quoi. Je veux dire, demain vous écrivez un bouquin pareil, vous l'envoyez aux éditeurs. Sincèrement, c'est refusé, mais en plus ils vont vous insulter en disant là je perds mon temps. Après on sait tous que lorsqu'on a un nom connu, quand on passe dans les médias, c'est plus facile de Après pour revenir à son côté où elle est un peu dézinguée, il faut savoir qu'aussi au niveau du livre, elle se prend pour la papesse des lettres en France, elle tire des ficelles au niveau de certains éditeurs, au niveau de certains auteurs aussi, donc c'est aussi pour ça qu'on la dézingue, quoi. Elle fait aussi beaucoup de mal en off. Vous souhaitiez rajouter quelque chose, Marcel? Non, juste la plus mauvaise BD de l'année, Apollo. Tout est mauvais là-dedans, le cadrage, les dessins. Bon, c'est l'histoire d'Apollo quand on arrive sur la Lune. Mais franchement, comment en 2018 on peut sortir une BD pareille? Donc Apollo, d'édition Dunod n'a jamais fait de BD, qu'il continue parce que franchement, c'est pas la peine. Vous êtes vraiment énervé, hein? Vous êtes franchement énervé. Le 31, c'est pas votre truc, hein? Vous faites quelque chose après? Je me saoule. À consommer avec modération, bien entendu. Merci Marcel Petriccioli. Inès Moratti, vous faites quoi, vous, le réveillon? Allez plomber l'ambiance. Non mais tout de suite. Allez, je me saoule avec Marcel. Allez, voilà. Avec modération, bien entendu. Quiet Place, John Krasinski, Inès Moratti, vous nous emmenez où? Dans un monde post-apocalyptique. C'est ça. Oui, Dave, ce soir, je vous parle d'un film d'horreur. J'en profite parce que dans la vie, il faut savoir qu'à Dave, dès que je lui mentionne le genre, on entend tout de suite « Ah non, on ne me dit pas !» Elle se cache les yeux comme si j'allais faire un mime. Non, donc ce soir, je vais rester soft parce que je ne veux pas vous traumatiser. Vous ne voulez pas être traumatisé, c'est un truc qu'on a avec le public. Alors, le concept du film A Quiet Place, c'est quoi? Si vous voulez, c'est le jeu Le Roi du Silence, mais dans un monde post-apocalyptique. Et alors, allez-y en régie, vous embêtez pas, lancez la BA pendant qu'on parle, ça va pas changer grand-chose. Donc, nous avons une famille du Midwest qui tente de survivre sous la menace de mystérieuses créatures qui attaquent au moindre bruit. Ok, alors, quel est mon problème? Je veux dire, le film là vient pas en général si on n'a pas le temps. Parce que, quand même, le concept est top, hein, Xavier, tu l'as vu, je crois que tu avais aimé.
Un film qui demande le silence, il exige aussi le silence de la part des spectateurs. Sauf qu'en salle, il y a un type à côté de moi qui n'avait pas compris. Oui, voilà, hein, le type qui mange le paquet de chips à côté, dans le film, il est mort et il le mérite. Non, mon problème avec ce film, c'est que c'est un petit peu la fête à l'incohérence. On les retrouve, ils ont survécu, on comprend que ce sont les seuls survivants quasiment. Et le truc, on dirait que les types ont attendu que le réalisateur dise ça tourne pour enchaîner les décisions stupides. Donc, c'est pas tant que j'ai un problème avec le film de Krasinski en particulier, surtout que John Krasinski, Marie-Ange, qui c'est Jim dans The Office. C'est Jim dans The Office et du coup, on a droit à des parodies type A Quiet Place. Alors ça, c'est du génie, j'ai pas le droit d'être énervée contre le film. Non, ma palme du pire de 2018 revient en réalité aux personnages qui prennent des décisions stupides. Exemple, ne pas sortir de l'eau dans Piranha 3D. Mais puisqu'on va pas démarrer l'année comme ça, j'ai pas envie qu'on démarre sur une note aussi négative, on va essayer de comprendre pourquoi personne apparemment ne sait écrire à Hollywood. Personne ne peut écrire un personnage qui va nous dire à la réflexion, ce serait pas plus mal de pas aller camper sur cet ancien cimetière indien où il y a eu un meurtre qui s'est déroulé il y a 20 ans jour pour jour. Qu'en dis-tu, Kelly? Donc voilà, j'ai fait mes recherches, j'ai fouillé les interviews des réalisateurs, décortiqué les guides d'écriture. Conclusion, si personne ne flippe quand une poupée parle alors qu'elle n'a plus de piles, c'est tout simplement parce qu'à l'écriture, on estime que c'est plus réaliste si le personnage commet des erreurs. Hollywood se dit que c'est plus facile pour le plouc lambda de s'identifier. Vous vous dites mauvaise foi totale, mais en même temps, à votre avis, si j'étais dans un film d'horreur, combien de temps je tiens? Pas longtemps. Bah, je passe pas le générique. Deuxième raison, j'ai une deuxième piste, deuxième théorie qui est toute personnelle. Tous les films d'horreur se déroulent, à mon sens, dans un univers parallèle où les films d'horreur n'existent pas. Du coup, les personnages ne connaissent pas les ficelles. C'est pour ça que Kevin, en pleine séance de spiritisme, s'il est plompette, il descend à la cave. Il n'est pas au courant, il ne sait pas. Théorie, parce que j'avance, dans The Walking Dead, on ne prononce jamais le mot zombie. Tu l'avais vu et tu avais subi. Je n'aime pas Walking Dead, j'ai vu un épisode, mais bon, tu avais dit que tu avais tout regardé. Non, j'avais menti. Dénonciation. Révélation. Bon alors, écoutez, je veux bien tout ça, exceptionnellement ce soir. Je veux pas être trop de mauvaise foi. Et alors, je vais vous proposer des mises en situation. Et on voit, vous me dites, par exemple, vous emménagez dans une maison. L'agent immobilier vous précise qu'il y a eu un meurtre. Bon, tout ça, vous connaissez le délire. Vous prenez quand même ou pas? Ah non. Non. Absolument pas. Ah oui, moi j'aurais pris, ça fait baisser le loyer. Mais après, si je sais pas, par exemple, les murs se mettent à saigner. Là, vous dites, oh non, il va falloir refaire les peintures. On est d'accord? Non, vous vous barrez. Bah oui. Hollywood, non. En courant. Hollywood 0, la réalité 1. Ensuite, contexte. Un type avec un masque et une tronçonneuse vous court après. Imaginez. Est-ce que vous pensez que vous allez trébucher sur une racine? Là. Oui, c'est cliché, mais là, je dois avouer que oui, parce que moi, même quand je dois passer devant un groupe de gens, je sais pas quoi faire avec mes bras, donc j'imagine, si les orphelins vous courent après, on perd la synchronicité. Donc, un partout, pour le coup. Ensuite, Xavier, imagine, on est attaqué par un démon en ce moment même sur le plateau. Là, qu'est-ce que tu fais? Je fuis. Oui, ton premier instinct, c'est pas de dire, écoutez les gars, on se sépare. Dans le film, il y a toujours un hashtag du genre, voilà, on sépare les groupes. C'est le même gars en général qui dit, hé les gars, j'ai une idée, on n'est pas bien, on se ferait pas une petite séance de Ouija. Donc là, 1 à 2. Je tiens toujours les comptes, il n'y a que moi. Enfin, dans les films de zombies, il y a toujours une personne qui se fait mordre en l'âtre et qui dit rien. Est-ce que ça, dans la vie, c'est possible? Ah bah non. Non. Si, vous le savez, dans les couloirs, même à France 3, il y a toujours quelqu'un qui dit « Excuse-moi, je t'ai fait la bise, mais j'ai la grippe et mon docteur dit que c'est pas contagieux. » On est d'accord. Donc, de partout. Donc, voilà, Hollywood, la réalité, on est d'accord, ça peut passer, mais c'est pas trop convaincant. En plus, je me dis, si j'ai vraiment envie de voir un film où les gens prennent tout le temps de mauvaises décisions, je regarde mon propre biopic ou je me tape les replays de l'émission. Merci Inès Morach. Alors Inès, on va faire aussi un petit outing. Vous adorez les films d'horreur? Oui, tout à fait. Voilà. Quel plaisir vous y prenez à regarder les films d'horreur? Parce que moi je déteste, comme je déteste avoir peur. Alors, vous aimez avoir peur? Je suis pas du tout dans la vibe. Non, parce que ça me fait pas du tout peur déjà. Et je suis pas du tout dans la vibe slasher, glauque, le sang, tout ça. Non, au contraire, je pense que c'est une célébration de la vie, phrase de. Mais non, au contraire, en fait, moi, ce que je cherche, ce sont des idées. Par exemple, je vais vous conseiller The Haunting of Hill House en privé. Vous ne vouliez pas le regarder. Dedans, il y a le concept de Ben Neck Lady, c'est-à-dire la dame au cou tordu. Et rien que ça, esthétiquement, sur le fond. Non, mais vraiment, c'était esthétiquement génial. Parce que vous n'êtes pas une idiote, c'est pour ça que je m'interroge. Voilà, et c'est ça mon outil, je suis pas une idiote. C'est pour ça que je m'interroge. Ce que je cherche, les films d'horreur sont des idiots. Non, ce que je cherche, c'est comme dans la SF, je cherche des idées. Je trouve que
c'est un terrain qui n'est pas assez exploité. Je trouve que dans le film d'horreur, il peut y avoir des trouvailles. Souvent, c'est un enchaînement de clichés, mais j'ai la foi. J'enchaîne les nanas, hein, mais voilà, je continue. Il y en a énormément. Je vous remercie, Inès Morad. Nous retrouvons notre spécialiste, professeur histoire et professeur cinéma, le pire de 2018, de Capharnaüm à Climax. J'avais juste une petite réflexion. Inès a fait un truc très très bien sur le personnage qui prend toujours les mauvaises décisions. Moi, j'aimerais, tu pourrais faire, je te donne une idée, sur le spectateur qui veut intervenir mais qui ne comprend pas qu'il ne peut pas intervenir. Mais non, on ne va pas là. Je suis désolée, mais j'ai une petite juste pour la maman dans le film. On est d'accord que pieds nus ou en mocassin, il faut autant de nourrir. Donc au moins, mets des chaussettes. Non, mais à cause du coup, elle a tout planté, donc mets des chaussettes. Alors, le pire de l'année. Oui. Bah, c'est une année avec des films extraordinaires. Il n'y a aucun film asiatique dans le pire. Hein, voilà. Non, Globalement, bonne année cinématographique, moyenne, excellente. On va dire bonne année. Ce qui est une réponse aussi facile, parce que je ne sais pas quoi dire d'autre. Non, c'est une plutôt bonne année. Par contre, il y a eu des ratés assez mémorables. Voilà, je propose de faire une petite liste assez rapide, ne vous inquiétez pas. Capharnaüm. Allez, c'est pas forcément le pire, mais je ne fais pas d'ordre. Mais Capharnaüm, voilà, qui est sorti au mois d'octobre dernier. Donc Nadine Labaki, à défaut d'avoir eu la Palme d'Or, elle a eu le prix du jury à Cannes. Elle aurait pu pourtant remporter la Palme d'Or du mélodrame le plus larmoyant et tire-larme de l'année, sans souci, puisque effectivement, dans ce film, alors ces deux enfants livrés eux-mêmes dans le Beyrouth populaire, dans les quartiers un petit peu difficiles, et effectivement, là, le problème du film, c'est qu'à force de trop prendre les larmes, à force de tirer trop les larmes, ça crée un film horrible, moi je trouve. Alors les critiques sont très très partagées, il y a des gens qui adorent, des gens qui détestent. Moi je fais partie de ceux qui n'ont pas aimé parce que le spectateur est constamment pris en otage. La fin, sans la révéler, pour moi, est une honte sur ce genre de film, je ne comprends pas bien. Et puis voilà, autre film dans le même genre, j'ai fait un petit trio Cannes, d'abord, Climax. On en a déjà un petit peu parlé, on en a beaucoup parlé avec Marcel et en dehors, de Gaspard Noé. L'éloge du vide, l'éloge du rien, l'éloge du néant, du peu de choses. C'est-à-dire quelqu'un qui pense qu'avant lui, il n'y a pas eu de réalisateur qui en fait des plans magnifiques et que c'est l'inventeur des plantes et qu'il y avait juste du Kubrick, Hitchcock, enfin c'est pas grave. Et donc il nous fait un film, le Climax d'ailleurs n'est pas le scénario parce qu'on ne sait pas où il est parti, sans doute dans la sangria, dans le film, parce qu'il n'y est plus. Mais voilà, des jeunes qui se réunissent, quelqu'un met une drogue dans de la sangria et alors ça part en du grand n'importe quoi. Vas-y que je te filme à l'endroit, vas-y que je te filme à l'envers. C'est fabuleux, je sais faire bouger ma caméra. Il y a des couleurs jaunes, il y a des couleurs rouges. Mais je trouve ça un peu inepte. C'est prétentieux, c'est moralisateur. Enfin, bref, à mon avis, voilà. On ne va pas, on raye. Même s'il y a des gens qui l'adorent, encore une fois. Et rapidement, le dernier ? Allez, Solo. Puisque le film sur Han Solo, alors il n'y aura pas de suite, vu le titre, on espère, Solo, mais réalisé par le tâcheron Ron Howard, à qui on devait déjà Apollo 13, Da Vinci Code, Ange et Démon, qui étaient des horreurs. Et puis allez, même si on n'a pas le temps de voir, Venom, raté total, et le Ready Player One de Steven Spielberg, qui a été adoré par beaucoup de gens et qui est très laid. Voilà. Merci Xavier Affre. Donc la non-sélection, on n'y allait pas. N'allez pas si voir, vous offrez des cadeaux à des gens que vous n'aimez pas. Voilà, on peut faire ça. S'il y a des promos sur les DVD, des trucs comme ça. Merci Xavier Affre. Nous allons dans le cerveau de Marie-Ange Philippe pour célébrer ce dernier jour de l'année, Marie-Ange. Parce que qui dit fin 2018 dit début 2019. Moi non plus, je ne suis pas idiote. Comme les astres et les médias ne mentent pas, je vais vous lire votre horoscope. Ah, génial, j'adore. Accompagné de mon oracle fidèle. Alors, Xavier, je commence par vous. Vous vous installez dans un confort rassurant mais ennuyeux. Plus personne ne croit à vos éclats de voix. On vous appelle Jean-Pierre Ecolbach de FR3. Vous faites partie désormais des personnes qui dégoûtent. Amour. Quelqu'un vous déclare sa flamme depuis 2 ans, faisant croire qu'elle aime vos films, changeant totalement de coupe de cheveux, mais vous ne voyez rien. Argent, vous êtes prof. Inès, on vous croisera dans les couloirs de Via Steel, strange sur l'épaule, lunettes de soleil à l'intérieur, mou boudeuse. Et oui, on vous surnommera Anna Wintour. Personne ne vous aimera, mais vous vous aimerez, c'est l'essentiel. Même pas. Amour, vous en recevez plein de vos fans, parce que oui, vous avez des fans aussi, des femmes, bien sûr, et qui réchaufferont votre cœur à coups de... Tu fais du 90 ou du 95, tout en citant Michel Sardou. Vous êtes une femme qu'on aime bien appeler Georges et qu'on aime bien son soutien-gorge. Prenez cette dose d'élégance et de délicatesse et surtout envoyez-leur de l'amour, comprenez sa news. Marcel, on me dit que votre horoscope est censuré pour cause de CSA. Je vais faire rapidement. Amour,
luxure du coup. Cette boucle d'oreille en dit long sur vous, assumez vos penchants SM et comme dirait un ancien animateur qui est monté, partager ses fantasmes à haute voix, c'est déjà leur donner vie. Argent, pourquoi pas. Dave, travail. En 2 minutes, hein, Marion. Bien sûr, succès grandissant, malheureusement, vous êtes entouré de 4 parasites. Amour, votre personnalité, votre double, qu'on appellera Corinne, parce que Dave, il y a ni fait ni à faire, vous dit, pour une femme, c'est pas si mal. Évidemment, en bonne féministe et islamo-gauchiste, vous ne voyez pas du tout ses compliments, il faut l'envoyer bouler. Argent, vous dépensez une somme folle en cravate. Merci. Merci Marie-Ange. C'est tout? Oui. Ah, des bonnes nouvelles alors. Vous m'avez dit faites vite. Finalement, des bonnes nouvelles. Hein. Oui, on va remercier le figurant, parce qu'on a sorti, on avait des gros moyens hein, pour, cette dernière émission de l'année. Hein, merci Didier, je ne sais pas où vous êtes, à 4 pattes encore. Hein. Je ne sais pas ce que vous faites. L'horoscope était plus long pour certains, c'est injuste. Vous, c'était long, hein, je trouve, quand même. Moi, mais c'était méchant, c'est le seul méchant. Pas du tout. Tout était méchant. Pas du tout. Tout était méchant sous la plume de Marie-Ange. Marie-Lange, Philippe, puis comme on dit dans le milieu, hein, dans le métier. Hein, voilà. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Ce fut la dernière de l'année. J'espère que c'est pas le dernier numéro de Popcorn et Mauvaise Foi. Qu'est-ce qu'on souhaite pour 2019 ? Alors la santé, bien sûr. Hein. Évidemment, la santé. Plein de l'émission. La suite, voilà. Plein de numéros, la suite. Plein de bandes dessinées, de livres. De bons livres et de bons films, surtout. Et l'arrêt de Christine Angot au métier d'écrivain, éventuellement. Ou d'Éric Zemmour. Ça. Merci à vous tous d'avoir suivi ce numéro, le dernier de l'année de Popcorn et Mauvaise Foi. Je n'étais pas seule à vous le proposer. Vous l'aviez remarqué. À mes côtés, malheureusement, il y avait Inès Moratti, Marcel Petriccioli, Marie-Ange Philippe ou encore Xavier Affre, avec la participation exclusive de Didier de Giordano. Merci à vous tous. Bonne fête, bonne soirée. On vous embrasse et à très vite. Nanta France 3 Courte, siga et bien là.